Monsieur Mitterrand, nous sommes ensemble pour un bon moment et je crois qu'on n'aura pas trop de temps parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, des questions très précises et très ponctuelles. Je crois à 3 jours du scrutin, ça s'impose. Tous les Français ont vu M. Giscard d'Estaing hier soir donner des indications sur votre programme qui sont de nature peut-être à les inquiéter. Alors, je crois que l'actualité commande qu'on les prenne dans l'ordre et puis que vous me disiez ce qui c'est vrai et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça. Alors je vais commencer par la première. Y aura-t-il, oui ou non, une taxation des plus-values sur la résidence principale des Français si vous êtes demain au pouvoir? Non. Mensonge. Il n'y aura pas de taxation sur le logement. La loi sur les plus-values a été proposée par M. Giscard d'Estaing et votée par ses amis, pas par les miens. Il n'y aura pas, je le répète, de taxation sur le logement. Bien entendu, je taxerai les très grandes fortunes qui s'investissent dans la spéculation foncière, dans la détention d'objets de luxe ou bien sur les diamants. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors la maison, l'appartement, le pavillon, non. Je viens de le dire. Alors les droits de succession maintenant, c'est important aussi, ils sont à l'heure actuelle de 20%. Est-ce que oui ou non, vous proposez de les porter à 45% à partir de 500 000 francs d'héritage en ligne directe, c'est-à-dire parents, enfants, mari, femme? Mensonge. Je maintiendrai, et je l'ai dit, les 20%. Et même j'ai prévu d'accroître l'exonération sur les successions en ligne directe, en faisant passer la base de cette exonération de 175 000 francs à 400 000 francs. Bien entendu, encore une fois, les grandes fortunes, au-delà de 3 millions de francs actuels, et compte non tenu de l'instrument de travail, en particulier le sol pour les agriculteurs, seront taxés davantage. Autre argument employé dans le débat est souvent la nationalisation de la moitié de notre industrie. Alors là aussi, c'est vrai ou c'est faux? Nous en avons discuté, mais très brièvement avant-hier soir. J'ai déjà mis au point hier soir. Vous voyez que cette affaire revient comme un serpent de mer. En vérité, les chiffres ou les pourcentages de M. Giscard d'Estaing sont fantaisistes et imprécis. Dans l'état actuel des choses, le secteur nationalisé, qui a été nationalisé surtout par le général de Gaulle, je le répète, en 1945, ça représente le gaz, l'électricité, les charbonnages, les banques, toutes les banques de dépôt, les assurances, Renault, que sais-je encore. Cela représente 12% de notre production. Les mesures qui doivent viser le reste des banques, les banques d'affaires, pas les banques mutuelles, et qui atteindront 11 groupes industriels, pas davantage. Et la liste est limitative. Cela représentera, en fin de compte, 17% de notre production. Voilà la vérité, c'est donc un mensonge. 17% de l'avoir dit ce qui a été dit hier soir par M. Giscard d'Estaing. 17%, donc pas 50%. Bon. Et le reste, quoi, les boutiques, les commerces, quand on parle de l'économie, de la nationalisation de l'économie, on craint ça. Mais ces boutiques et ces commerces, elles ne sont menacés que par la politique de M. Giscard d'Estaing, dans la mesure où il laisse précisément les 11 monopoles ou grandes sociétés ayant tendance au monopole qui contrôlent tout le marché dans des secteurs clés de notre économie. Ce sont ces grands groupes-là que j'entends nationaliser, les 11 dont j'ai parlé, et qui écrasent les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries qui deviennent des sous-traitants avant de devenir des salariés, peut-être bien des chômeurs. Voilà la vérité. Alors, une question importante, parce qu'elle touche ce que les Français ont de plus profond en eux aussi, l'interruption volontaire de grossesse. Alors il paraît que vous voulez la libéralisation totale de la loi sur l'IVG et que même les mineurs n'auront plus besoin d'autorisation. Alors ça touche beaucoup de gens. Je tiens à dire ceci, c'est que M. Giscard d'Estaing a en effet proposé au Parlement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et cette loi n'a pu être votée que par les suffrages de la gauche. C'est un grave problème, en effet, qui se pose. Ce que je demande, c'est que l'application de la loi soit égale pour toutes les femmes, et que n'en soient pas victimes, aujourd'hui, comme c'est le cas, les femmes de conditions modestes. Donc ce que l'on appelle une libération totale, cela n'a pas de sens. Et les mineurs? Pour les mineurs, nous devons considérer que lorsqu'une mineure se trouve dans le cas d'être en situation de grossesse, elle doit pouvoir agir librement, mais bien entendu, cette liberté-là doit passer par un contact avec les parents. Alors la médecine et la pharmacie, maintenant secteur voisin, je lis cette phrase, un service communautaire de santé avec un rôle pilote confié au centre de soins agréés. Est-ce que c'est, oui ou non, un extrait de votre programme? Mensonge, mensonge supplémentaire, encore un mensonge, et nous n'en sommes qu'au 5e, je pense.
la liste sera plus longue. Il n'est pas question de nationaliser la médecine ni les pharmacies. C'est clair. Et lorsqu'on parle de centre de santé, qu'est-ce que cela veut dire? Il faudrait quand même prendre la peine de lire nos textes, mes textes et mes propositions, avant de les critiquer et de porter ce débat devant l'opinion publique. Expliquez-le parce qu'on ne comprend pas. Ces centres de santé, ça doit simplement permettre, surtout dans des banlieues de grandes villes, là où il y a vraiment beaucoup de monde, on a souvent de la peine à pouvoir réunir tous les éléments pour garantir sa santé. Cela doit permettre aux médecins qui le veulent, volontaires, de pouvoir réunir leurs compétences et leurs activités, souvent dispersées. Ce sont des médecins de médecine libérale qui font, s'ils le veulent, acte d'association pour gérer un centre de secours. Et nous pensons, nous et moi je pense, que les malades peuvent trouver là des soins complets, tandis que les médecins gardent leur entière liberté. Qu'est-ce qu'on peut interdire aux médecins, dans le cadre de la médecine libérale, de se réunir pour essayer de soigner dans les meilleures conditions possibles? Mensonge supplémentaire que l'affirmation de M. Giscard d'Estaing. Votre programme et son chiffrage maintenant. M. Giscard d'Estaing dit que le ministère du Budget, autorité sérieuse, chiffre les dépenses à 300 milliards de francs, soit le 10e du revenu national. C'est vrai ça ou c'est faux? Mensonge, pure invention. D'ailleurs, les chiffres de M. Papon, ministre du Budget, ont toujours été d'une fantaisie suspecte. Il faudrait s'y intéresser d'un peu plus près à ce qui est proposé à l'opinion publique par ce curieux ministre. Ça veut dire que ce chiffre de 300 milliards est faux? Il est totalement faux. J'ai d'ailleurs dit que, si l'on voulait entrer dans ces détails, mais vous savez, c'est une dispute sans fin, que mon programme ne coûtera jamais aussi cher que ce qu'a coûté M. Giscard d'Estaing pendant son septennat. Simplement par le poids et le prix du chômage. 450 milliards en 7 ans, et rien que cette année, 135 milliards que coûte à la nation le chômage que n'a pas su guérir M. Giscard d'Estaing. Je répéterai, comme je l'ai dit avant-hier soir, que mon programme ne coûtera jamais aussi cher que ce qu'a coûté à la France et aux Français le vol de l'épargne populaire, qui, avec une inflation en 7 ans multipliée de 100%, représente une perte considérable pour les petites gens, pour les moyennes gens qui n'ont pas le moyen de spéculer. Votre programme toujours, l'argument est le suivant, si vous étalez votre programme, votre déficit budgétaire sera de 100 milliards en 82 et le déficit extérieur aussi. Mensonge. Il faudrait d'abord rappeler que le déficit extérieur, commercial, représente déjà actuellement, pour l'année dernière, 60 milliards de francs. C'est-à-dire que si la politique de M. Giscard d'Estaing devrait continuer, c'est lui qui arriverait à ces 100 milliards. Je ne vois pas pourquoi il me les attribue. Tout cela, c'est de la supputation sur l'avenir, compte non tenu de ma politique. Bien entendu, si je devais exercer, je l'ai dit également avant-hier, ma politique dans le cadre de celle de M. Giscard d'Estaing, je ne pourrais rien faire. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma politique, c'est celle de la croissance et du développement, et que j'entends reconquérir notre marché intérieur, c'est-à-dire offrir de nouveaux marchés à nos entreprises. À partir du moment où on ne sera pas obligé de tout acheter à l'étranger, avec des entreprises qui, à l'heure actuelle, ou des industries ne fonctionnent qu'à 70% de leur capacité, bien entendu, je serai, moi, en mesure de réduire le déficit extérieur. Ce n'est pas le cas de M. Giscard d'Estaing. Une question très concrète qui touche la vie des gens de très près. Vous proposez une augmentation des allocations familiales, donc une augmentation des cotisations. M. Giscard d'Estaing dit 2,5 points de plus prélevés sur les salaires. Mensonge. Et nous en sommes, quoi, au 8e? J'ai pas fait le compte, je vous. Moi, je le fais. Je le fais parce que je dois informer les Français qui sont à l'heure actuelle l'objet d'une indigne campagne d'intoxication, celle de la peur. Mensonge supplémentaire. Je dirais que j'ai en effet prévu l'augmentation des allocations familiales. Quoi, il ne faudrait pas le faire? 25% tout de suite, dès le mois de mai prochain, et 25% au début de 1982. Les allocations familiales n'ont pas suivi le train des augmentations même de salaires. Et l'on sait de quelle façon les salaires ont souvent été bloqués ou retenus. Alors vous augmentez les cotisations? Non. Monsieur Giscard d'Estaing, il vit, lui, dans le monde du chômage. Et il raisonne toujours par rapport au chômage. C'est sa spécialité. Moi, je vis dans la perspective d'une politique de croissance. Et ce ne seront pas les cotisations augmentées qui paieront cette augmentation des allocations familiales. Ce sera d'abord la croissance qui doit produire, simplement avec 3 points,
90 milliards, dont au moins 90 à 100 milliards, dont au moins 40 à 45 seront à la disposition des pouvoirs publics. Et également la réduction du chômage. J'ai dit tout à l'heure 135 milliards que nous coûte le chômage pour cette année présente. Si l'on réduit le nombre de chômeurs, bien entendu, on trouve des disponibilités nouvelles. Alors l'emploi des jeunes a été un des thèmes de la campagne. 600 000 jeunes arriveront après l'été sur le marché du travail et on dit qu'il n'y aura pas d'emploi pour eux parce que vous aurez complètement désorganisé l'économie. C'est quand même embêtant. Mensonge. Comment voulez-vous que j'interprète ce que déclare M. Giscard d'Estaing, qui cherche un candidat qui se sent battu à dire tout et n'importe quoi pour tromper l'opinion publique? En vérité, le plan que j'ai développé pendant ma campagne présidentielle suppose que je serai en mesure de faire recruter, soit sur le plan public, soit sur le plan privé, 1 million, vous entendez, 1 million de jeunes dans l'année qui vient. Cela est un chiffre raisonnable, parce qu'à tout moment s'offrent des capacités d'embauche. Mais pour cela, il faudra que j'aide, et j'aiderai les PME et les PMI, de telle sorte qu'ils soient en mesure d'embaucher. De quelle façon? Par la relance économique dont j'ai déjà parlé, par la réduction des charges sociales. Il n'est pas normal que les entreprises de main-d'œuvre soient écrasées de telle sorte qu'elles hésitent à recruter parce qu'aussitôt leur charge sociale devient insupportable. Et puis aussi par la modification de la taxe professionnelle. Il ne faut tout de même pas oublier l'essentiel, c'est que cette taxe professionnelle, elle a été imposée par M. Giscard d'Estaing. Alors, il lui est vraiment très aisé, à 3 jours d'un deuxième tour d'élection présidentielle, de dire qu'il n'y est pour rien, ou qu'il veut la changer. Moi, je la changerai parce que je n'ai pas de responsabilité dans cette mauvaise loi. Alors, je continue mon questionnaire, les questions que je voulais vous poser. Voulez-vous, oui ou non, la suppression du régime autonome de la retraite des cadres, puisqu'il y aura déplafonnement des cotisations? Mensonge encore. Il n'y a pas dans mon programme de déplafonnement pour les cotisations des cadres, notamment la cotisation vieillesse. C'est clair. J'ai même écrit un livre, publié un livre il n'y a pas si longtemps, dans lequel j'ai écrit précisément quelques phrases sur ce sujet, en indiquant que je n'entendais pas m'attaquer en quoi que ce soit à la retraite des cadres, à la retraite d'ailleurs de personne. C'est le fruit du travail. Et si celui-ci ou celle-là entend développer par des moyens complémentaires, avoir quelque chose de plus, c'est son affaire. Et je n'entends pas que M. Giscard d'Estaing trompe les cadres qui ont d'ailleurs bien à se plaindre de lui. Car en 1974, il avait aussi promis beaucoup de choses aux cadres qui n'ont pas été tenues. J'ajouterai, passant des cadres à d'autres catégories, bien qu'ils soient également intéressés, que quand les retraites ont été soumises à des cotisations nouvelles de 1% sur le régime général et de 2% sur les régimes complémentaires, c'est exactement le contraire de ce qu'avait promis M. Giscard d'Estaing en 1974. Alors voilà pour les cadres, on ne peut pas parler de tout le monde, mais les agriculteurs en tout cas, est-ce qu'il y a oui ou non dans votre programme des offices fonciers cantonaux pour régler le problème de l'utilisation et de l'affectation des terres? Mensonge quant à l'explication de M. Giscard d'Estaing. Réalité, je propose en effet la création d'offices fonciers cantonaux. Mais qu'est-ce que c'est que ces offices fonciers cantonaux? De la bureaucratie. Mais ce sont des offices faits uniquement pour lutter contre la spéculation foncière et les agriculteurs savent bien de quoi je parle. De la même façon, il est clair que ces offices, parce que je l'ai écrit, parce que je l'ai dit, on n'a pas le droit d'ignorer ce que je dis et ce que j'écris pour dire ensuite des inepties ou des mensonges à la télévision. Ces offices fonciers cantonaux seront gérés par les agriculteurs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut absolument comprendre aujourd'hui que le sol, la terre, c'est un outil de travail. Et je veux que cet outil de travail soit protégé, de telle sorte que les agriculteurs, et surtout que les jeunes, puissent développer leur activité dans le cadre de l'exploitation familiale agricole. 100 000 exploitations familiales agricoles ont disparu au cours de ces dernières années. Est-ce qu'il faut donc ne rien faire pour arrêter cette hémorragie? Alors, dernière question, la dissuasion. Elle est d'importance puisque on se demande si, au fond, vous êtes crédible pour éventuellement appuyer sur le bouton atomique, qui est une des fonctions du président de la République, puisque vous êtes opposé à la force de frappe. Non, 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 il faut encore un mensonge supplémentaire, et c'est quand même très triste que dans un domaine pareil, où tous les Français devraient s'associer pour la défense de la patrie, le président de la République sortant se permette d'égarer l'opinion publique. Tout de même, je n'ai pas dit cela. J'ajoute que avoir du sang-froid pour appuyer sur le bouton de la guerre atomique exige d'avoir autant de sang-froid pour ne pas appuyer
sur le bouton de la guerre atomique. Il faut examiner ces deux problèmes, l'un après l'autre. Je veux dire qu'il faut avoir une très grande maîtrise de soi-même. Sur une arme qui s'appelle, disons, la force nucléaire, la force atomique, ou bien la force de frappe, c'est la même chose, qui, en effet, a suscité, il y a 20 ans, de graves discussions. Les socialistes auraient souhaité que l'on prenne une autre voie. Mais comme ils ont considéré, à partir des années 1976 à 1977, que c'était devenu la réalité de notre armée, que notre défense reposait uniquement sur la stratégie de dissuasion, alors, comme nous sommes des patriotes, nous avons dit il faut le faire. Et j'ai moi-même ici un texte que je vais vous lire. C'est une déclaration que j'ai faite le 15 avril 81 à l'AFP. Je vous la lis parce qu'il faut que nos auditeurs, les téléspectateurs, que les Françaises et les Français sachent où se trouve la vérité. Je lis. La stratégie de dissuasion nucléaire nationale est la seule qui puisse être actuellement de nature à éloigner les dangers de conflit. La défense de la France doit être assurée et l'autonomie de notre décision garantie. Il ne faut pas pour autant négliger nos forces conventionnelles. Une défense même fondée sur les matériels perfectionnés n'est rien si elle ne s'appuie pas d'abord sur la résolution de la nation tout entière. Et si nous n'avons pas voté les crédits militaires, cela ne signifie pas du tout que nous repoussions cette force et cette stratégie. Cela veut dire... Parce que quand on refuse des crédits, on peut dire qu'on est hostile. Nous refusons également le budget de l'État, parce que nous considérons qu'il exprime une mauvaise politique générale. Et nous ne votons pas le budget de l'État. Cela ne veut pas dire que nous ne voulions pas financer l'ensemble des actions qui concernent la vie de la France. Mais nous ne voulons pas porter la responsabilité d'une politique de chômage, d'échec et de déclin, et même sur le plan militaire. M. Giscard d'Estaing a trompé l'opinion publique récemment en affirmant par exemple qu'il avait pris l'initiative de lancer un 6e sous-marin nucléaire. Cela n'est pas exact. Cette décision a été prise d'abord par M. Pompidou, ensuite par M. Poher. Et M. Giscard d'Estaing, peu de temps après avoir repris cette initiative, s'étant pressé de la mettre sous le boisseau en faisant perdre 3 ans à la construction de ce sous-marin. J'ai d'ailleurs dit en une autre circonstance que 2 sous-marins étaient nécessaires si l'on voulait suivre la logique de cette forme d'armement, c'est-à-dire être en disposition, au-dessous de la surface des océans, de représenter une menace suffisante pour qu'aucun adversaire ne songe à nous agresser. Donc, M. Giscard d'Estaing, je n'hésite pas à le dire et je mesure la gravité de mes propos, a menti une fois de plus, mais cette fois-ci sur l'idée que nous nous faisons de la défense de la patrie. Bon, si je reprends l'ensemble de vos réponses, là, vous ne faites pas dans la nuance, vous contestez tout. Si vous prenez l'ensemble de mes déclarations, je vais, moi, faire mon décompte. Et je vais vous dire que M. Giscard d'Estaing a quand même réussi à dire 12 mensonges en 20 minutes hier soir. Je ne suis pas sûr que ce soit son record. Mais il prend là une fâcheuse habitude. Ah, pourquoi vous n'avez pas dit tout ça dans le débat? Pourquoi n'ai-je pas dit tout cela dans le débat? Parce que M. Giscard d'Estaing n'a pas osé me poser la question. Songez que nous avons été près de 2 heures face à face, il y a 48 heures, et que M. Giscard d'Estaing ne m'a posé que 2 des questions dont nous venons de parler, celle des nationalisations et celle des droits de succession. C'est tout. Pas un autre de ces problèmes, un peu le problème de la force de frappe et des crédits militaires, mais pas de la même façon. Voilà la réalité. C'est-à-dire que sur les 12 questions qu'il a traitées hier soir, on pourrait dire que 9 à 10 d'entre elles n'ont même pas été évoquées, alors que nous étions là pour cela. C'est là que je trouve, disons, choquant pour la démocratie, que l'un des 2 candidats, le candidat sortant, président de la République encore pour quelques jours, n'ait pas eu le courage, face à face, de me poser les questions qui m'auraient permis de lui dire ce que je vous dis ce soir, et d'attendre le lendemain pour déverser sur l'opinion publique une série d'affirmations qui incitent à la peur et qui sont, à mon avis, voyez-vous, dans les campagnes électorales, c'est vrai qu'au niveau d'un canton, d'une municipalité, on entend dire des gens mal informés, des adversaires politiques un peu excités, un peu sectaires. Oui, laissez-moi vous dire, s'adresser là, laissez-moi terminer si vous permettez, s'adresser comme cela à des imputations un petit peu calomnieuses. Mais le président de la République en exercice, qui s'adresse à un homme candidat dont les chances d'élection sont très grandes pour dimanche prochain, et qui se permet de traiter ainsi, par la voie du mensonge, toute une politique qui est l'autre politique, qui est le choix des Français. Moi, j'ai plus de respect pour mon adversaire. Jamais je n'ai procédé de cette façon. Et si vous me voyez maintenant, ce soir, si sévère à l'égard de ce comportement, j'en appelle aux braves gens qui m'entendent, qui sont d'honnêtes gens. Est-ce que cela n'est pas mérité que de reprocher à M. Giscard d'Estaing d'avoir menti à l'opinion publique?
Oui, je voulais simplement vous dire qu'au fond, on est en campagne électorale. Et est-ce que vous ne prenez pas la mouche un peu pour tout ce qui est, au fond, des arguments? C'est la règle du jeu. Non, c'est pas du tout la règle du jeu. Ça, je suis sûr que vous dites ça un petit peu pour me piquer. Bah, c'est la règle du jeu en campagne électorale. J'espère bien que ce n'est pas comme ça que vous considérez la démocratie. Moi, vous pourrez chercher à travers toute cette campagne, à travers les semaines, disons de 2 mois, un peu comme ça, acharnées sur les dents, où on pourrait toujours prononcer des paroles un peu vives. S'il m'est arrivé comme cela, disons, de céder à la polémique, jamais jusqu'à prétendre que le programme de mon adversaire ou de mes concurrents pouvait comporter ce qu'il ne comportait pas. Monsieur Giscard d'Estaing, jusqu'alors, s'était contenté de biaiser ou de tromper les Français sur son programme. Maintenant, il les trompe sur le mien. Il est normal que je me défende. Ce ne sont pas de bonnes mœurs électorales. Je voudrais que la dignité prenne le pas sur la compétition. C'est ça le respect de la démocratie et je crois le respect de la France. Alors vous déplorez un peu les termes de la compétition, mais la réalité est là. Est-ce qu'au fond, votre programme ne fait pas peur à certaines catégories de Français? Il pourrait faire peur si, bien entendu, il prenait pour argent comptant ce que leur dit M. Giscard d'Estaing. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le dit. Au fond, M. Giscard d'Estaing, il sait bien que l'opinion publique le condamne pour une large part. Tout le monde sait qu'il a échoué, même ses partisans. Tout le monde sait qu'il a échoué. Tout le monde sait qu'il n'a pas su maîtriser les grandes maladies du monde moderne, notamment dans un pays comme la France, pays qui, plus que d'autres, souffre aujourd'hui, puisqu'on j'ai dit avant-hier soir qu'il était le 13e sur 15e parmi les grands pays industriels, qui souffre du chômage, qui souffre de l'inflation, qui souffre le plus de l'Europe du marché commun, des inégalités sociales, qui souffre de l'exclusion de sa jeunesse. La jeunesse n'entre pas dans notre société, donc c'est une cause de révolte et d'insécurité pour tout le monde. Cela, M. Giscard d'Estaing le sait. Au fond, tout cela est fait pour qu'on oublie le véritable problème, le véritable débat. Le véritable problème de cette campagne, c'est de savoir si on aura une autre politique qui nous débarrassera des échecs, qui nous permettra de sortir de l'enfer du chômage, qui nous permettra d'aller vers l'emploi, vers la croissance. Et même, allons plus loin, qui nous permettra de retrouver de l'espoir par le changement, une capacité créatrice, d'avoir envie d'être la France telle que peut être la France, et pas simplement ce pays que la politique actuelle conduit peu à peu vers sa décadence. Moi, je crois dans la France, et je peux le dire. Monsieur Giscard d'Estaing n'y croit pas vraiment, car il laisse les choses aller. Alors, à la dernière minute, il sait bien que ça va mal pour lui. À la dernière minute, et à 3 jours du scrutin, du vote des Français, il n'a plus que ce moyen-là. Un honnête homme dédaignerait ce moyen, je veux dire le mensonge. À compter du moment où la campagne électorale se situe sur ce terrain-là, j'y vois de l'affolement dans son cas. Mais je dois dire aux Françaises et aux Français qui m'écoutent, je dois leur dire, réfléchissez. La France est quand même autre chose qu'un pays frileux, qu'un pays peureux. On va quand même pas vous faire le coup une fois de plus. Il faut qu'à partir de lundi prochain, vous soyez maître de votre destinée et de vos actions. Et voilà pourquoi je crois nécessaire aujourd'hui de parler sur le ton sévère qui est le mien. Alors, autre question d'actualité, M. Chirac a pris hier position à nouveau contre vous. Alors, 2 questions, ça vous a surpris et est-ce que ça vous embarrasse? Écoutez, ça ne pouvait pas me surprendre dans la mesure où M. Chirac avait déjà indiqué que, pour sa part, il voterait pour M. Giscard d'Estaing, tout en ajoutant qu'il laissait l'ensemble de ses électeurs, qui représentent 18% de l'opinion publique, libres de choisir en leur âme et conscience. Et je ne l'ai pas entendu dire le contraire. C'était hier, je crois qu'il a fait ça. Oui, c'est hier. Non, non, je ne l'ai pas entendu dire le contraire. Oh, il s'est contenté. Comme moi, voilà, c'est ça. Il a contre le danger de l'élection. Il a guidé l'âme et la conscience de ses électrices et de ses électeurs vers un vote qui serait un vote de méfiance et d'opposition à mon égard. Mais il n'a pas du tout invité ses électrices et ses électeurs à voter pour M. Giscard d'Estaing. Il semble bien que ces mots-là lui brûlent les lèvres, car il ne les prononce jamais. Alors est-ce qu'il les invite à l'abstention? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il me désigne comme l'adversaire, mais il ne désigne pas M. Giscard d'Estaing comme son ami ou son allié. Ça ne vous embarrasse pas, alors? Ça ne m'embarrasse pas. Je n'ai jamais compté, moi, sur les suffrages de M. Chirac, je pense, ou plus exactement, je n'ai jamais compté sur M. Chirac. Quant à ses électrices et à ses électeurs, eux, je leur parle comme je parle aux autres. Et je suis sûr que beaucoup plus nombreux sont ceux, on ne le croit généralement,
qui ont voté pour les autres candidats, et notamment pour M. Chirac, et qui aspirent, comme moi, au changement. Et qui seraient heureux de retrouver ou de rejoindre, comment dirais-je, le grand mouvement populaire, le grand rassemblement populaire que j'appelle moi-même. On se sentirait tellement à l'aise, non seulement la gauche tout entière, qui se trouve déjà à mes côtés, mais aussi beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui souffrent aussi, autant que les autres, qui s'inquiètent, qui s'angoissent, qui ont préféré voter pour M. Chirac, surtout sans doute dans les milieux des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, mais qui, lorsqu'ils auront à choisir entre leur responsable de la situation présente et de leur écrasement, et moi, qui représente sans doute les socialistes et la gauche. Je suis tel que je suis, je n'ai pas jamais trompé personne sur ce que j'entends faire. Mais moi, quand même, je suis pour l'avenir. Je représente les forces de la jeunesse, les forces du travail. Et je crois que beaucoup d'électrices et d'électeurs de M. Chirac ont envie de venir à nous. J'ai bien écouté votre ton, là, surtout au début de notre entretien, et j'ai l'impression que vous le durcissez un peu, ce ton. Alors, est-ce que ça veut dire que la force tranquille que proclament vos affiches, c'est dur de la tenir jusqu'à la fin de la campagne? Je suis indigné, et je ne crois pas que la tranquillité d'esprit m'interdise l'indignation lorsque je vois de quelle façon on traite les Françaises et les Français. D'abord, on les a maltraités pendant 7 ans, en réduisant le plus grand nombre d'entre eux à vivre dans l'incertitude et dans l'angoisse. Ensuite, on les traite mal, en les trompant au moment où il s'agit pour eux de se prononcer en toute clarté, en jouant sur des réflexes de peur, en annonçant je ne sais quel désordre, alors que le désordre est là. Oui, cela m'indigne, mais cela ne me fait pas sortir de mes gonds. Simplement, j'entends parler avec clarté, j'ai dit avec sévérité. Nous ne sommes pas dans une partie de dentelle. Et autant j'étais décidé à rester, comme je l'ai toujours été au cours de cette campagne, celui qui explique pour convaincre, autant j'entends dire aujourd'hui, ce soir, aux millions de Français et de Français qui m'écoutent, que la démocratie mérite d'être mieux respectée qu'elle ne l'est aujourd'hui par le président de la République sortant. Et j'imagine, s'il restait au pouvoir, si par malheur il restait au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait? S'il est capable de mentir aux Français, comme il vient de le faire à mon propos, alors ne mentira-t-il pas davantage à l'égard de tous les autres? Si la recherche du pouvoir, l'ambition du pouvoir, doit conduire un homme responsable à manquer à l'honnêteté pure et simple, alors notre démocratie courra de grands risques. Et c'est ce que je veux faire comprendre. Imaginez encore pendant 7 ans tout ce que nous venons de vivre pendant les 7 années précédentes. Je crois que la sagesse consiste à mettre un terme à une expérience qui n'a que trop duré. M. Giscard d'Estaing le sait, il perd son sang-froid. Je lui demande quand même, puisqu'il reste le temps de réfléchir avant dimanche prochain, de faire avec moi ce qui doit être fait, de bien vouloir m'entendre, bref, d'être digne et de ne compter que sur la vérité pour obtenir raison.